Et oui, on parle d'un couple, d'un duo un peu particulier ce matin, composé du maire de n'importe quelle commune et d'un architecte. Dit comme ça, le lien entre les deux ne paraît peut-être pas évident. Raison pour laquelle l'Ordre des architectes a entrepris de sensibiliser les élus locaux sur leur besoin d'être accompagnés par un architecte pour leurs projets d'aménagement qui sont nombreux. Ces projets ici en Guyane, logement, plan d'urbanisme, rénovation des bourgs, des écoles, des centres-villes ou encore tout ce qui touche à la transition énergétique et écologique. Les villes de demain ne peuvent pas se faire n'importe comment et je cite, sans les professionnels du cadre de vie que sont les architectes. Pour en parler, André Barra est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. André Barra, vous êtes le président du conseil régional de l'Ordre des architectes de Guyane. Et si on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous serez présent au Salon des maires et des collectivités de Guyane. Ça aura lieu demain, jeudi et vendredi au Proct à Matoury. Et il y aura donc une table ronde sur le sujet dont j'ai parlé en introduction. Donc replacer l'architecture au cœur des préoccupations des décideurs publics. Est-ce que ces deux mondes, j'ai envie de dire, André Barra, d'un côté les maires et de l'autre les architectes, communiquent assez bien ensemble, on va dire? Alors, ils communiquent de plus en plus, puisqu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt à écouter les architectes, puisque nous sommes les premiers experts. Nous devons être aux côtés des maires, puisque un maire c'est un bâtisseur. Il doit avoir une vision d'aménagement de son territoire, et nous sommes formés pour ça. Donc voilà, depuis quelques années, on essaye d'être à leur côté et de communiquer un petit peu plus pour leur montrer que c'est extrêmement facile et aisé de faire appel à un architecte pour qu'il soit à leur côté, pour leur donner la vision un petit peu de ce qu'ils souhaitent faire sur leur territoire. C'était un peu moins le cas auparavant, finalement, cette proximité entre les architectes et les maires? Oui, c'était un peu moins évident parce que il y a le code des marchés publics, donc certains maires pensaient qu'ils étaient enfermés dans ce cadre-là, alors qu'il y a plein d'outils à leur disposition pour justement engager des architectes de gré à gré pour des petites missions, pour avoir une vision sur un quartier, sur une place, sur une dent creuse. Donc il y a plein de sujets et nous on est là justement pour leur montrer un petit peu la voie et que ça soit un petit peu plus facile pour eux de faire appel à un cabinet d'architectes. Pour qu'on visualise tous bien de quoi vous parlez concrètement, c'est quoi les conseils que les architectes peuvent donner aux maires quand ils sont face à une demande particulière? Alors, on peut donner un cas concret, par exemple, centre-ville je prends n'importe quelle ville, la ville capitale, on est à Cayenne. Si le maire récupère une dent creuse issue d'une indivision problématique, ça arrive souvent que la municipalité récupère ce foncier. Juste une dent creuse? Alors une dent creuse, c'est centre-ville, ce sont les parcelles vides entre deux bâtiments. Donc ça on appelle les dents creuses. Alors le maire peut en faire un espace, une place, une petite place végétalisée, peut en faire aussi un parking, peut faire un petit bâtiment associatif. Donc voilà, va poser la question à l'architecte et l'architecte à moindre coût va faire une petite faisabilité et donner au maire, comme ça le maire pourra présenter ça à son conseil et présenter ça aussi aux habitants. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais comment dire, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement un architecte attitré par commune, André Barra, parce que après tout c'est pas parce qu'on est maire qu'on sait forcément ce qu'il faut faire de sa commune d'un point de vue architectural, déjà dans la vision des choses, pardon. Tout à fait. Alors c'est sûr que un bon politique, de toute manière, doit s'encadrer de professionnels dans tous les domaines. Et alors certaines communes sont dotées dans leurs services techniques d'architectes et d'urbanistes, mais les communes de moins importance n'ont pas la capacité d'avoir des architectes. Alors il y a le CAUE qui sont conseil d'urbanisme et d'architecture, qui ont en leur sein des architectes qui peuvent conseiller aussi les communes qui ne sont pas dotées d'architectes. Il y a l'ODEG aussi en matière d'urbanisme. Mais justement, ce que nous, on met en lumière, c'est la possibilité au maire de choisir n'importe quel architecte pour un petit sujet, une compréhension sur un quartier, sur une faisabilité. C'est pas plus cher. On est sous le barème, on peut avoir des honoraires sous le barème du code des marchés publics, pour passer de gré à gré, pour avoir une vision et pour justement que ça soit extrêmement rapide, puisque si on est sur le code des marchés publics, on a des délais et ça on part un petit peu dans des complications
durée en fait. C'est quoi les principales erreurs, on va dire, à éviter quand on est maire, quand on a envie d'avoir un projet d'aménagement sur sa commune, n'importe lequel, qu'il soit petit ou qu'il soit beaucoup plus conséquent. Voilà les choses à ne surtout pas faire et que vous pouvez peut-être voir, vous architecte, quand vous vous baladez dans n'importe quelle commune et que vous dites ah bon là on voit bien qu'il y a eu un problème. Oui, parce que bon, parfois il y a un problème d'échelle. Il y a un problème d'échelle parce que bon, il faut qu'il y ait une cohérence au niveau de l'épannelage, hein, donc c'est les gabarits du quartier. Donc là, l'architecte justement sait un petit peu doser la volumétrie des projets. Et ce qu'on rencontre souvent dans beaucoup de communes, c'est une problématique de maillage. Donc les opérations sont juste à poser les unes après les autres, et il n'y a pas de cohérence dans le maillage. Donc ça crée des problèmes de circulation. Oui, notamment sur tous les quartiers qu'on construit pour faire face à la pénurie de logements. Là, on voit bien qu'il y a un manque de routes, notamment. On construit des énormes quartiers sans forcément les axes routiers. Voilà, donc il y a des problématiques d'axes routiers. Il y a aussi des circulations douces à préserver. Il y a hiérarchisé aussi pour éviter tout ce qui est accidentogène. Donc voilà, donc la vision de l'architecte, puisque nous on est un petit peu généraliste, on va dire, hein, puisqu'on a des notions d'urbanisme, on a des notions également de paysage. Oui. D'ailleurs, architecte, urbaniste, c'est quoi la différence ? Alors urbaniste, c'est un métier parallèle. Alors un architecte peut être urbaniste. Après son cursus d'architecte, il peut avoir, je crois que c'est 2 ans après le diplôme d'architecture, ou alors il peut être juste urbaniste sans être architecte. Je crois que c'est 3 ou 4 ans. Voilà, donc ce sont des métiers complémentaires, ils sont pas tout à fait identiques, parce que nous, de toute manière, nous devons avoir une vision d'urbanisme, puisque l'architecture, c'est le plein, et je vais dire que l'urbanisme, c'est le vide. Oui. Donc ça va ensemble. Oui, évidemment, quand on est architecte, il faut être un petit peu urbaniste, et quand on est urbaniste, il faut aussi avoir des notions d'architecture. Les deux, ils sont quand même indissociables. Et l'urbanisme, c'est moins évident. C'est pour ça que on demande aux mairies, notamment quand ils font des aménagements de quartier ou alors même des PLU, d'avoir la vision de l'architecte. Parce que l'architecte, il a la vision du bâti. L'urbaniste, il a une autre vision qui n'est pas forcément celle de l'architecte. Pour revenir sur la pertinence, on va dire, des projets d'aménagement qui peuvent être décidés ici en Guyane, il faut aussi que le maire soit conseillé bien en amont de n'importe quel projet, parce que tout le monde le sait et tout le monde le voit. Un seul mandat mal géré en matière d'architecture, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années ensuite. Tout à fait. Alors les maires sont aidés quand même par leurs documents d'urbanisme, hein, avec les PLU, le plan local d'urbanisme. Il y a aussi les plans plus généraux qui sont faits par la CTG, hein, je parle du schéma régional d'aménagement. Il y a également le SCOT géré par la CACL. Donc tous ces documents-là, c'est les grandes orientations voilà, finalement. sont les grandes orientations d'aménagement qui donnent un petit peu la vision politique, et après le maire, au travers de ces documents-là, met en œuvre ces projets en fonction de ces documents. Mais c'est sûr que il faut quand même déjà avoir une volonté politique, avoir une vision et être bien entouré. On parle souvent ici en Guyane du manque d'ingénierie, donc de personnel qualifié pour monter des projets. Il y a la question des moyens évidemment, mais il y a aussi celle d'avoir des professionnels qui peuvent soutenir techniquement n'importe quel projet. Sur le cas de l'architecture, est-ce qu'il y en a déjà assez en Guyane, et des architectes qui vivent sur le territoire? Parce que pour le coup, dessiner un projet sans connaître le climat, les matériaux, les habitudes aussi de la population, ça donnera des bâtiments ou des quartiers qui seront pas du tout adaptés finalement aux besoins de la Guyane. Tout à fait. On a quelques petits exemples, je ne vais pas les citer, mais il y a quelques petits exemples de bâtiments qui ne sont pas en cohérence avec le climat, qui ont été faits par des architectes de métropole sans avoir connaissance du territoire. Donc ça arrive de moins en moins, mais c'est arrivé auparavant, puisqu'il faut connaître bien sûr le territoire pour construire. Donc nous sommes à peu près 65 architectes en Guyane inscrits à l'ordre de Guyane. C'est vrai que sur les concours, on a donc des appels d'offres européens, donc on a des cabinets extérieurs qui viennent, hein, donc il y a plusieurs, il n'y a pas que les architectes locaux qui répondent à des concours. Après, donc c'est jugé par des jurys justement, mais voilà, donc on a la capacité ici à faire tout type de projet, et suivant la capacité du projet, les agences s'associent entre elles pour justement avoir donc les compétences et les moyens
pour répondre aux besoins de la destination du bâtiment. 65 du coup architectes en Guyane pour des cabinets de quelle taille? Parce que pour des énormes projets, je suppose qu'il faut des équipes qui soient suffisamment importantes pour pouvoir les mener à bien. Alors ici, effectivement, on n'a pas de très grosses agences comme en métropole. Je pense que ça varie entre une. Il y a des cabinets qui sont donc uniquement avec un architecte. Sinon, je crois qu'il y a beaucoup de cabinets qui ont à peu près une capacité de 3 personnes. Je pense que entre 3 et 10 personnes, je pense qu'il n'y a pas de cabinet qui va au-delà de 10 personnes. Mais comme je le disais, si le projet, par exemple, pour un lycée, on peut associer 2 cabinets d'architecture, les moyens suffisent, on a les compétences. Je dis toujours aux élus qu'on a fait exactement les mêmes études que les architectes de métropole, donc il n'y a pas de raison. On connaît notre territoire, on connaît nos matériaux. Alors malheureusement aussi les matériaux, on veut bien prioriser les matériaux locaux, mais on est un petit peu limité sur ce point-là. Mais on connaît les matériaux, on sait les utiliser, on sait comment les utiliser. Donc c'est sûr que passer à contractualiser avec un architecte local, c'est quand même un gage de garantie qui n'est pas négligeable. Vous avez parlé il y a quelques minutes de concours, André Barra. C'est quoi le processus habituel, on va dire, à partir de quel moment un architecte arrive dans un projet pour un espace public? Alors déjà, donc il y a la décision politique, donc le donneur d'ordre, qui va donc commander un bâtiment. Il va faire appel à un programmiste qui va faire donc un programme technique détaillé. Oui. Une fois que ce programme technique détaillé est finalisé, il y aura un appel à candidature. Donc ils vont lancer sur les plateformes européennes un appel à candidature. Les cabinets d'architectes, donc nous ne sommes pas seuls dans un projet. On prend donc les ingénieurs suivant la typologie de l'opération. Il y a des acousticiens, des paysagistes, voilà. Et on constitue une équipe, on remet un dossier, et il y a un premier jury qui délibère et choisit. En général, ils choisissent 3 équipes. Parfois, ça va à 5, ça dépend, mais la plupart du temps, c'est 3 équipes. Une première sélection. Voilà, il y a une première sélection, donc 3 équipes. Ces 3 équipes-là réalisent le projet, donc le concours. En général, c'est entre 1 et 2 mois, suivant l'importance du projet. Et ensuite, il y a le jury se réunit une deuxième fois pour choisir le lauréat. Et à ce moment-là, c'est contractualisé et on part dans les études et pour arriver au chantier. Oui, donc la décision, elle appartient à l'élu à la fin, finalement, en quelque sorte. Pour revenir au tandem maire-architecte, est-ce que une des difficultés, c'est que il y a le temps politique, donc le mandat d'un élu qui est là pour un certain temps, avec l'envie que les projets aillent vite pour que les administrés y voient assez rapidement les résultats et les changements qui sont faits, et de l'autre, l'architecte qui est un petit peu plus habitué peut-être à se projeter dans l'avenir quand il pense à son projet. L'équilibre à trouver entre les deux, est-ce qu'il est parfois difficile? Alors c'est sûr que là on n'est pas dans les mêmes temps. Le temps public et le temps privé n'est pas le même, mais nous justement nous sommes là pour trouver des solutions et essayer de raccourcir au maximum les délais. Et donc sur les grosses opérations, il y a un temps incompressible qu'on ne peut pas déroger. En revanche, sur des petites opérations, on essaye vraiment de conseiller les maires pour avoir des astuces pour gagner du temps. Sur les petites opérations, ça dépend des échelles. Alors, il y aura plusieurs conférences demain, dont une réhabiliter et préserver le patrimoine architecture traditionnel, une impérieuse nécessité. Je vais prendre l'exemple du centre-ville de Cayenne, André Barra. Qu'est-ce qui coince? Tout le monde voit les maisons traditionnelles, pas toutes évidemment, mais il y en a quand même énormément qui se délabrent année après année. Le problème, il vient d'où finalement, d'après ce que vous constatez vous sur le terrain? Alors il y a plusieurs, donc les problèmes sont multiples. Donc il y a effectivement les problèmes successoraux. On a des indivisions énormes qui sont insolubles, donc compliquées pour les notaires, malgré la loi Letchimy. D'ailleurs, on a une notaire qui va venir, donc notre table ronde de jeudi. Malgré la loi Letchimy, ils n'arrivent pas à appliquer, donc c'est très long. La maison a le temps d'être délabrée, donc justement nous on a sollicité les maires pour ne pas hésiter à faire donc l'état de péril, à dresser l'arrêté d'état de péril pour démolir la maison, parce que parfois, ou alors la renforcer pour la préserver. Voilà. Et puis ensuite il y a les particuliers qui viennent nous voir parce que le dossier est trop complexe, même pour un architecte. Ce qu'on demande pour avoir des subventions, c'est beaucoup trop complexe. Donc ce qu'on veut essayer de faire au travers de cette table ronde aussi, c'est trouver des solutions pour simplifier un petit peu l'accès aux subventions et puis trouver peut-être des solutions pour donc s'affranchir de problématiques avec les notaires, des problèmes de succession, et puis donner aussi des outils aux mairies pour aller
plus vite sur l'appropriation des biens les laisser vacants et puis donc les récupérer et puis faire des bâtiments des bâtiments publics. Oui. Est-ce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui que si on ne fasse rien, si on ne se dépêche pas un petit peu, toutes ces maisons-là finissent dans quelques temps, une fois que les problèmes de succession seront réglés, on va dire, que toutes ces maisons soient remplacées par des bâtiments totalement neufs et que la Guyane en fait perde son héritage par rapport à tout son patrimoine architectural. Oui, c'est une réelle crainte parce qu'avant on avait un patrimoine architectural traditionnel qui était vraiment remarquable. On a perdu beaucoup de maisons. On a perdu justement là, je demande un inventaire pour voir quelles sont les maisons remarquables que nous avons perdues. Nous avons perdu beaucoup de maisons. Il en reste encore, donc c'est pour ça qu'il est temps de les sauver parce que au-delà de l'aspect la préservation patrimoniale, c'est aussi économique. Oui. C'est aussi touristique parce qu'il y a des circuits touristiques qui viennent donc pour visiter les maisons créoles. Donc là vraiment c'est pour ça que je parle d'impérieuse nécessité parce que vraiment maintenant il faut qu'on enraye cette dégradation et qu'on réhabilite ce qui est encore possible. Est-ce que un des problèmes aussi par rapport à tout ça, c'est que on va dire la personne moyenne en Guyane qui a envie aujourd'hui d'acheter une maison, elle préférera avoir un pavillon avec jardin en périphérie plutôt qu'être dans le centre-ville de n'importe quelle commune? Oui, parce qu'en fait la réhabilitation coûte encore cher. Hein. Ouais. Le bois c'est comme ça, c'est bizarre. Nous sommes entourés de bois, mais la filière bois, donc le mètre cube est encore très cher. On a aussi la méthodologie, les structures des maisons créoles. Donc il y a un savoir-faire qui disparaît aussi. Donc tout ça, ce savoir-faire, ça se paye. Donc la réhabilitation coûte très cher. Donc effectivement, les gens préfèrent aller en périphérie de ville au lieu d'acquérir une maison créole parce qu'il faut avoir les moyens et être vraiment amoureux de ce type de maison, quoi. Ouais, la rénovation, ça coûte dans tous les cas plus cher que la construction du neuf. Ouais, dans tous les cas. Autre sujet qui sera abordé demain, c'est, on a commencé un petit peu à en parler, mais j'aimerais qu'on y revienne quelques minutes. C'est la complexification des autorisations d'urbanisme, donc toutes les limites, on va dire administratives, les textes de loi, les décrets, tous les acronymes aujourd'hui qui sont utilisés dans le secteur de la construction. Alors oui, si ça existe à la base, c'est qu'il y a un besoin de ne pas construire n'importe comment, mais à quel point ça limite, ça ralentit l'action d'un maire, André Bara, qui a envie de lancer tel ou tel projet d'aménagement? Alors tout le monde connaît le millefeuille administratif français, ça c'est bien connu. Oui, pas que dans le domaine de la construction. Et voilà, donc l'architecture et l'urbanisme en matière d'autorisation n'y écoupent pas. Alors nous, ce qu'on veut, c'est décomplexifier parce qu'on a des pistes de solutions. Par exemple, pour tout ce qui est instruction des dossiers, on se rend compte qu'il y a différents types d'instruction, donc les dossiers sont gérés un petit peu à la carte suivant les communes. Donc je sais qu'il y a des formations maintenant qui sont mises en place. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que toutes les mairies, tous les instructeurs soient formés pour justement structurer un petit peu cette partie de l'instruction. Et je crois aussi qu'il y aura peut-être même un diplôme des instructeurs. D'accord. Donc déjà, ça va déjà nous clarifier parce que nous, on travaille sur des PLU, mais parfois on demande des choses qui sont en dehors des PLU, en dehors de la liste des CERFA. Donc tout ça. Et puis effectivement, ce qu'on demande aussi, c'est sur les zones urbanisées dans les PLU, qu'il y ait un peu plus d'études pour alléger un petit peu les études donc de l'aménageur, de la collectivité, donc in fine de l'architecte qui est le bras armé de ces institutions, pour aller un petit peu plus vite sur l'autorisation et pour après lancer la construction. Parce que c'est sûr qu'on perd facilement 2 ans d'études. En plus, si on est impacté par des recherches archéologiques, ça prend, on perd 1 an. Si on a des études d'impact environnemental, c'est 1 an aussi, saison sèche, saison des pluies. Donc tout ça, nous, ce qu'on demande, c'est dans les zones urbanisées, donc les zones qui sont constructibles, qui sont censées être viabilisées et tout, c'est qu'au moins qu'on allège les études dans ces zones-là. Donc on va en parler demain. Pour qu'il y ait un process finalement guyanais en quelque sorte, qu'on ne lance pas un projet ici en Guyane de la même manière que dans l'Hexagone. Oui, puis on connaît le territoire. Donc une fois qu'on a identifié la zone, on peut avoir un minimum d'études pour alléger justement le travail du promoteur, de la collectivité, in fine de l'architecte. Tout ça pour gagner du temps sur les études, pour livrer des bâtiments quand on sait effectivement qu'il y a une problématique de logement, entre autres. Même pour vous, pour les architectes, André Bara, est-ce que tous ces carcans administratifs, parfois ça vous désespère pas un petit peu? Alors moi, heureusement, je suis de nature optimiste, donc je vois plutôt le verre à moitié plein au lieu de voir à moitié vide. Mais c'est vrai que c'est fatigant.
c'est fatigant et voilà. Donc c'est de perdre du temps finalement sur son projet pour devoir penser à voilà toutes les autorisations à obtenir à côté de ça. Oui, parce qu'on fait pas que notre métier, on fait pas que de la conception et on fait beaucoup de choses autour pour faire avancer nos dossiers. Effectivement, ce sont des pertes de temps. Donc là, c'est un petit peu dommage. C'est quoi le regard que vous avez sur l'aménagement actuel de la Guyane? Ça construit un petit peu partout et un petit peu dans tous les sens, des logements, des centres commerciaux, des bâtiments de services publics. Est-ce qu'il y a une cohérence, on va dire, entre toutes ces constructions? Est-ce que vous avez l'impression que ça va plutôt dans le bon sens, ou bien qu'il y a des erreurs là en ce moment qui sont en train d'être faites et qu'on paiera du coup, comme on le disait tout à l'heure, pour de longues années encore? Oui, le problème, c'est qu'il y a une inadéquation entre les constructions, donc entre le bâti et le routier. C'est-à-dire que le routier est très en retard. Oui. Donc je parlais tout à l'heure le problème de maillage entre quartiers, mais on a même les problèmes d'axes routiers. Donc on fait des logements, on fait des lycées, on fait des écoles, on accentue les embouteillages. Le doublement du pont ne va rien régler puisqu'on va arriver de toute manière sur l'embouteillage de Balata. Oui. Voilà, donc tous ces problèmes-là, oui, m'inquiètent parce que on va créer des zones, des cul-de-sac. Donc on est très en retard sur le maillage urbain et bon, je sais que la DGTM travaille sur des échangeurs, sur des rocades, mais le problème c'est que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et on n'est pas dans les mêmes échelles de temps entre la construction des bâtiments. Donc voilà, donc il y a vraiment un effort à faire de la DGTM, donc de l'État là-dessus. Il y a, comment dire, du coup, ce maillage dont vous parlez. Après, il y a aussi le style, on va dire, qu'on est peut-être en train d'inventer en Guyane. On parlait des maisons créoles tout à l'heure. Pour le coup, en voyant ces maisons-là, on les identifie tout de suite à la Guyane, de la même manière que dans d'autres parties du monde, quand on voit certains bâtiments, on sait que ça vient de telle ou telle région du monde. Est-ce que là, ce qu'on est en train de construire, c'est pas parfois un peu neutre? On construit des bâtiments qui ressemblent à des choses qu'on voit partout ailleurs. Mais là, c'est l'architecture contemporaine, mais bon, on a des codes quand même créoles sur une architecture contemporaine. Si elle est bien adaptée, on a quand même des protections de façade, même si on sort du créole, hein, puisque bon, quand on construit actuellement, on peut pas construire créole, on peut pas faire copier une architecture qui se faisait dans le temps. En revanche, il y a des codes, c'est les débords de toiture, c'est les protections de façade, voilà, donc c'est les espaces extérieurs, donc les terrasses, donc ça sont quand même des codes qu'on retrouve quand même. Donc bon, je dis qu'il y a quand même une architecture qui est identifiée guyanaise, oui, qui est quand même contemporaine, mais qu'on pourrait pas retrouver ailleurs, même si effectivement certains architectes, parce que nous ne sommes pas tous guyanais à construire. Quand je parle guyanais, c'est vivant sur le territoire, bien sûr. Il y a des architectes extérieurs qui viennent, il y a même des dessinateurs aussi, hein, qui dessinent et qui copient des plans de maisons un petit peu sur les magazines et qui sont pas très adaptés. Oui, des maisons copier-coller un peu qui se ressemblent. Voilà, toutes. Mais nous architectes, on a une conscience professionnelle, on a un savoir-faire et on construit de toute manière en accord avec le territoire et toutes les problématiques environnementales. Dernière question, André Barra, je suis tombé sur cette phrase tout à l'heure et j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'architecture, c'est un service public finalement ? Ah, tout à fait, hein, puisque c'est une institution, donc l'architecture depuis la loi de 1977 donc a été décrétée service public, hein, puisque c'est une expression de la culture. Oui. Voilà, donc puisque nous, je parlais tout à l'heure rapidement du régalien, on est dans toutes les commissions, donc puisqu'on apporte notre expertise dans les commissions de tout type, donc c'est une obligation, c'est un devoir et donc il n'y a pas que la protection du métier, mais aussi l'approche qu'on peut donc apporter dans ces commissions. Donc à ce titre-là, c'est un service public, évidemment. Et prendre soin de notre architecture. Merci beaucoup André Barra, d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle donc, président du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Guyane, et vous étiez avec nous pour parler notamment donc de ce salon, le salon des maires et des collectivités de Guyane, qui commencera demain. Merci encore, très bonne journée et à bientôt.